plaisir de vous savoir devant vos postes téléviseurs, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Nous nous retrouvons encore pour en savoir plus sur l'actualité économique en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. C'est Zoom Eco Live qui comprend essentiellement plusieurs rubriques, notamment des chiffres clés où nous parlerons de l'avantage de la baisse de 5% du taux directeur de la BCC. Et en ce qui concerne le dossier, il se penchera donc sur la stratégie de mobilisation des recettes du gouvernement Samalou Condé. Mais avant d'exploiter toutes ces rubriques, commençons par les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Premier ministre congolais, Jean-Michel Samalou Condé Kyenge, a échangé ce mardi 4 mai 2021 avec la délégation de Glencore Group, conduite par son CEO, M. Ivan Glassenberg. Au centre de leur entretien, l'évolution des opérations Glencore Group, qui comprend les entreprises minières Kamoto Copper Company et Mutanda Mining en République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, M. Ivan Glassenberg a expliqué que l'embellie du cours des métaux devrait bénéficier aussi à l'État. Poursuivons ces nouvelles en bref avec le ministre des Finances Nicolas Kazedi-Kadima qui poursuit les échanges avec les différents services dépendants directement de son portefeuille. L'objectif est celui de lui permettre d'accomplir comme il se doit la mission confiée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans cet élan, il a reçu tour à tour, le mardi 4 mai 2021, le directeur de la Direction générale de la dette publique, Laurent Batumona, et Godefroy Misenga, coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Autre information, Equity BCDC et le Fonds national de la promotion et de services sociaux ont signé un mémorandum d'entente pour la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières nécessaires au redressement socio-économique. Ce partenariat, il sera mis en place un groupe de travail conjoint public-privé chargé de fournir une feuille de route de développement des activités de chacune des parties prenantes. Terminons ces nouvelles en bref. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental qui déplore la faible mobilisation des recettes de la province dont le taux de réalisation est estimé à 17% par rapport aux attentes. Ce constat a été fait au cours des conseils des ministres provinciaux du vendredi 30 avril 2021. Une réunion qui a été présidée par le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussouamba. L'évolution de l'actualité économique, c'est avec Judith Unamaka qui aujourd'hui nous parlera de l'avantage de la baisse de 5% du taux directeur de la BCC. C'est après ceci. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus, Judith Unamaka. Bienvenue. Merci Judith. Alors, votre thématique, aujourd'hui, vous nous parlez donc des avantages de la baisse de 5% du taux directeur de la BCC. Mais avant d'aborder ce sujet, commençons d'abord par savoir quel est le taux officiel actualisé de la Banque centrale. La Banque centrale du Congo fixe $1 pour 1986 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,64 centimes, pendant que 1 euro se copermuse à 2391 francs congolais. Et quel en est pour les marchés parallèles? Sur le marché parallèle, nous nous sommes basés particulièrement à Bibois, où $1 se troque à 1950 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,67 centimes, pendant que 1 euro s'arrange à 2395 francs congolais. Ok. Quel était donc le taux directeur en avril 2021? Rappelons d'abord que le taux directeur correspond au taux auquel la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Ce qui veut dire que cet outil permet à la Banque centrale de réguler l'activité économique. Alors, l'institution responsable du maintien de la stabilité monétaire du pays a abaissé son taux directeur de 5%, soit de 15,5% à la 3e semaine du mois d'avril à 10,5% à la 4e semaine de ce même mois. À l'en croire, l'une des raisons qui a poussé la Banque centrale à diminuer le taux directeur est qu'on a observé la stabilité au début de l'année 2021 sur les deux segments du marché de change. Et donc, quel était l'objectif de cette baisse des 5% du taux directeur? L'objectif était de réduire la charge commerciale des banques commerciales qui viennent se refinancer auprès de la Banque centrale du Congo.
de réduire cette marge de positivité entre le taux de 15,5% et le taux d'inflation. Bref, avec un taux annualisé de 4,6 en termes d'inflation, un taux directeur de 15,5% paraissait encore élevé. C'est pourquoi la Banque centrale du Congo a décidé de le revoir à la baisse pour atteindre 10,5%. Ouf, merci à vous Namaka pour toutes ces précisions. Merci Judith. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est Zoom Wednesday avec Naomi Kandé. Tous rêvons d'être chez nous et il y a un adage qui dit « il n'y a jamais mieux que chez soi ». C'est pourquoi Zoom Wednesday vous donne un aperçu sur le matériau de construction et le prix des différents types de barres de fer et de bois. Tous ces articles, vous les trouverez dans les marchés Bayaka dans la commune de Ngiringiricho, le Prince Kassavubu. Commençons avec des tubes rectangulaires. 80 x 40 coûte 45 000 francs. 60 x 40 s'évend à 38 900 francs. 40 x 20 à 19 100 francs. 45 x 25 à 22 360 francs. Vous trouverez aussi de tôle pour vos portails où le tôle noir de 22 mm coûte 51 500 francs. Le tôle noir de 1,5 m revient à 81 000 francs. Le fer plat de 25 se vend à 12 900 francs. De 30 à 13 700 francs. Le clou béton numéro 6, 8 et 10 coûte 6 000 francs. Dans ce même marché, vous trouverez aussi de barres de 6, 12 mètres se vend à 8 000 francs, barres de 8 à 12 000 francs, barres de 10 à 18 000 francs, de 12 à 25 000 francs, barres de 14 à 33 000 francs et de 16 à 40 000 francs. Pour le tube de 15, 5 mètres au 80 revient à 6 700 francs, de 16 à 6 450 francs, de 20 à 11 400 francs, de 25 à 17 400 francs et de 30 à 18 800 francs. Sur notre liste, nous avons aussi de bois de coffrage où 1 mètre cube de chevron revient à 150 $. Elle contient 22 pièces. 1 mètre cube de chevron 7 sur 7 coûte 150 $ avec 40 pièces. 1 mètre cube de 5 sur 5 se vend à 250 $ avec 80 pièces. Nous avons aussi de bois lifaki où 1 mètre cube de 5 sur 5 coûte 340 $ et contient 80 pièces. 1 mètre cube de 5 sur 10 à 340 $ et contient 40 pièces. Vous aurez aussi besoin du ciment où tout un sac de ciment blanc coûte 20 $, les kilos à 2000 francs. Les ciments collent à 10 $, les kilos à 2000 francs. Une charrette de sable coûte 6 000 francs, de caillasse à 30 000 francs. Pour finir, une brique ordinaire coûte 1000 francs, une brique faite avec de caillasse se vend à 1200 francs. Merci de nous suivre sur Zoom Wednesday et retrouvons-nous très prochainement. 36 milliards de dollars en 3 ans pour le gouvernement Samalou Kondé. Quel est le bâton magique? Nous en parlons dans le dossier avec Guy Chungu. Le dossier, on en parle avec vous, Guy Chungu. Bienvenue. Merci beaucoup, Judith. Alors, mobilisation des recettes, 36 milliards de dollars en 3 ans. Quel bâton magique? Voilà, c'est la question qui se pose. Nous devons aujourd'hui revenir sur cette question. Comment faire pour quitter de 6,6 milliards, s'il faut rester dans les à peu près de dollars américains, pour atteindre 36 milliards en 3 ans, soit carrément 12 milliards de dollars par an. C'est l'ambition qui s'est donnée le gouvernement Samalou Kondé. Mais oui, par quel bâton magique? C'est la grande question. Justement, il y a une stratégie qui a été mise en place pour ceux qui nous suivent. Nous avons voulu réfléchir, mais également rapporter les différentes méthodes ou la technicité, ou même encore, je me permets de dire, le mécanisme de mobilisation qui sera mis en place ou qui est déjà mis en place par le gouvernement Samalou Kondé pour atteindre ces 36 milliards. Mais j'aimerais me focaliser sur une de stratégies. On parle ici de l'utilisation de certains comptes spéciaux. Lorsqu'on parle de comptes spéciaux, ce sont ces entreprises qui gèrent les différentes taxes. Et aujourd'hui, vous avez suivi avec nous cette grande problématique. Je parlerai même de ce problème qui se pose autour de la taxe RAM. Aujourd'hui, pour être en mesure d'affluer les caisses de l'État, de maximiser ou de mobiliser assez d'argent, il faudrait au gouvernement d'y aller avec notamment des taxes. Et la taxe RAM qui pose problème aujourd'hui est un des moyens qui pourra
permettre au gouvernement congolais d'avoir assez d'argent pour répondre aux différentes priorités et nécessités. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce gouvernement est un gouvernement vers qui le regard des Congolais rive, puisqu'on a tellement parlé, il y a eu tellement de critiques sur la toile, il y a eu tellement de dossiers, de polémiques et même de débats autour de comment faire pour réussir les deux ou 3 années qui restent au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment faire pour stabiliser l'économie nationale, comment faire pour accroître les caisses de l'État. Justement, il fallait une stratégie. Alors, la stratégie repose sur pratiquement 4 piliers. Je les ai répartis en piliers. Il y a d'abord la prise en compte de quelques recettes additionnelles. Vous aurez à suivre le reportage que nous vous ramenons, qui donne un peu plus de détails. Qu'est-ce qui sera fait dans la prise en compte de recettes additionnelles? Il y aura également la mise en œuvre des réformes. Il faut à tout prix réformer. Réformer les SECOP, réformer l'État congolais a besoin de réformer pour retracer l'argent. Il faut aussi, je précise, recourir au financement innovant. Ah bah oui, c'est un point important. Mais pour finir, je l'ai dit en amont, avant de commencer la petite citation, qu'il fallait l'utilisation, voulais-je dire, de certains comptes spéciaux. Et donc, faire intervenir la taxe ou les différentes taxes pour permettre à l'État de maximiser suffisamment ses recettes. Merci beaucoup Guy Chungu. Nous allons donc prendre ce reportage qui nous ramène avec le dossier. C'est tout de suite. Notre pays est à la croisée des chemins. Il fait face à des défis existentiels colossaux. Annoncé par le gouvernement Sama Lukonde, le gouvernement devra mobiliser 36 milliards de dollars en 3 ans, soit un coût annuel moyen de 12 milliards de dollars. La question qui se pose, quelle sera la stratégie de mobilisation des recettes pour arriver à cette enveloppe globale? Le plan d'action du gouvernement y apporte des pistes, notamment 1. La prise en compte de quelques recettes additionnelles. À ce sujet, le gouvernement a déjà identifié plusieurs ressources additionnelles non prises en compte dans l'exercice budgétaire 2021. S'ajoutent sur la liste quelques redressements fiscaux initiés dans le secteur minier en phase d'aboutissement, la redistribution de certains blocs pétroliers, 1,3 milliard de dollars sur 3 ans, reliquat sur le contrat chinois, soit 2 milliards de dollars sur 3 ans, l'appui budgétaire attendu dans le cadre de la conclusion du programme avec le FMI, soit 1,6 milliard de dollars sur 3 ans, l'engagement de la Banque mondiale sur l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, reliquat de 800 millions de dollars sur 2 ans, 2. La mise en œuvre des réformes. Le gouvernement s'engage à lancer une série de réformes à impact immédiat et susceptibles de générer des ressources additionnelles et d'améliorer les performances des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Troisièmement, le recours au financement innovant. Ici encore, le gouvernement envisage également de recourir au financement innovant par le truchement des secteurs les plus mondialisés. Secteur privé, transport, aérien et maritime, marché financier. Quatrièmement, le plan du gouvernement prévoit aussi l'utilisation de certains comptes spéciaux. Dans la stratégie, il est envisagé de recourir à l'utilisation des comptes spéciaux dans les activités qui participeront à la réalisation du programme gouvernemental, principalement en ce qui concerne la modernisation des infrastructures de base et à l'aménagement du territoire national. Après avoir suivi ce reportage, réaliser 36 milliards de dollars, difficile mais pas impossible. Justement, Judith Piombo, difficile mais pas impossible, puisque avec la stratégie mise en place par le Premier ministre Sama Lukonde, avec la volonté, un tout petit peu de volonté politique, avec la prise de conscience de tout un chacun, on peut se dire que 36 milliards de dollars, on peut, et ce n'est pas impossible. Merci beaucoup à vous, Guy Chungu, d'avoir répondu à notre invitation. À moi. L'invité du jour abordera la question de l'état de siège décrété par le gouvernement pour résoudre le problème d'insécurité dans l'est du pays. Il sera avec nous sur ce plateau après ceci. Monsieur Juvenal Moubi, bienvenue. Merci pour l'invitation. Première question, le gouvernement vient de décréter l'état de siège. Quelles sont les craintes au regard de la méfiance de la population vis-à-vis de l'armée? Alors, interrogation, oui, mais aller jusqu'à parler des craintes, je crois que c'est encore trop tôt. Okay. Vous savez, on a expérimenté plusieurs solutions pour que la paix revienne à l'Est, mais on s'aperçoit qu'il y a peut-être des solutions qu'on n'a jamais expérimentées, et c'est le cas de l'état de siège.
Et moi, je crois qu'il faut rester un tout petit peu optimiste. Mais évidemment, il faut faire confiance au Parlement parce que nous devons veiller. Notre rôle, c'est de veilleurs comme Parlement, comme parlementaires, parce que la mise en œuvre d'un état de siège peut comporter aussi des dérapages et des violations des droits de l'homme. Quand on accroît les pouvoirs des militaires, on renforce les pouvoirs des militaires et des policiers dans une zone, les risques, c'est qu'on arrive, les risques les plus souvent, je ne dis pas que c'est exactement ce qui arrivera, les plus souvent, c'est qu'il y a quelques violations des droits de l'homme. Restriction de certains droits, ça ne veut pas dire automatiquement violation des droits de l'homme. Alors il faut toujours faire attention parce qu'on ne sait pas, en restreignant les droits, l'exercice des droits ou des libertés, à quand exactement on arrive à la violation même de ces libertés. Pour ça, la Commission de défense et sécurité attend enrichir le projet de loi qui sera proposé par les gouvernements. C'est une solution, c'est l'une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution sur toute la ligne, mais ça pourrait être l'une des solutions, surtout que ça consistera à créer une sorte de mobilisation nationale, une sorte de cohésion nationale, attirer l'attention de tout le monde qu'à l'est du Congo, il y a un ça ne va pas, parce que l'impression qu'on a souvent, c'est que quand vous circulez les Congos, vous êtes à Kinshasa ou dans d'autres villes, parfois vous avez comme l'impression que ce qui se passe à l'est ne concerne que l'est. Et vous trouverez d'autres personnes qui sont vraiment tranquilles, c'est la fête et tout ça. Donc à un moment donné, il avait fallu qu'on arrive quand même à une mobilisation nationale. Et je crois que c'est ça la portée de cette mesure. Au regard du budget de la République démocratique du Congo, l'État congolais disponibilise-t-il assez de moyens conséquents pour assurer l'état de siège, puisqu'il faut le dire, cette opération demande beaucoup trop d'argent? Au fait, il ne sera pas question, à mon avis, d'avoir un budget additionnel pour ça. C'est le budget de l'État qui est en exercice. Seulement, on modifie un tout petit peu des choses sur le plan législatif, c'est-à-dire on confie des responsabilités à des militaires, on accroît les rôles des juridictions militaires, on nomme un gouverneur militaire au Nord Kivu et à Ituri. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des grandes incidences sur le budget qui est déjà fixé. Il y a moyen d'appliquer le budget déjà adopté. Parce que, vous savez, le gouvernement, derechef ou unilatéralement, le gouvernement ne peut pas modifier le budget. Ça, vous le savez. Toute modification du budget ou des postes budgétaires ou des lignes budgétaires, il faut que ça passe au Parlement. Il faut une loi rectificative. Et donc, nous avons un budget a été adopté au cours de la dernière session budgétaire. Et donc, il ne revient pas au gouvernement de modifier. Il faut appliquer le même budget, mais sauf qu'il faut s'adapter à la nouvelle situation. Vous savez, ce qui a manqué souvent, je dirais, c'est même un problème de volonté. Ce n'est pas veut dire que le budget ne pourrait pas faire quelque chose. Un état de siège, ça ne veut pas dire augmenter automatiquement le budget. Vous comprenez? Il y a moyen de faire du travail avec le budget qui existe. C'est déjà quand même... Ce n'est pas un budget pour des investissements et on ne sait pas faire des investissements maintenant là pour l'armée. Mais organiser, si on a un plan opérationnel pour mettre fin à l'insécurité, éradiquer tous les groupes armés, accompagné d'un bon programme DDR, moi je reste convaincu qu'avec le budget qui a été adopté, on peut faire du travail s'il y a de la volonté politique. Et donc il ne faudrait pas qu'on profite de l'état des sièges pour s'enrichir. Il faut faire très attention. Parce que souvent, quand il y a la guerre, la tendance c'est de s'enrichir. On ne sait souvent pas comprendre, il y a des opérations militaires, c'est à ce moment-là qu'il y a des officiers qui s'achètent des maisons. Un colonel achète ou construit un flat hotel. Il y a des cas comme ça, il y en a beaucoup qui ont même construit des hôtels. Un colonel de l'armée, on s'est dit, il a trouvé l'argent où? Il ne faut pas profiter de l'état des sièges pour s'enrichir. Et comme membre du Parlement, nous allons veiller sur cet aspect des choses. Et le gouvernement ne peut pas modifier unilatéralement le budget. Il faut que ce soit l'autorité budgétaire qui autorise. Et je reste convaincu, en me résumant en disant, il y a moyen de faire du travail avec les budgets tels qu'adoptés. Mais alors, M. Juvenal, avec les différentes restrictions qui seront imposées par l'armée, est-ce que l'on peut craindre des incidents économiques dans les échanges transfrontaliers? Bon, l'économie ne devrait pas souffrir, mais évidemment oui, parce que quand on restreint les libertés, quand on voit par exemple Goma et Gisenyi, il y a toujours des mouvements le long de la frontière. Il n'y a pas que Gisenyi avec le Rwanda, avec l'Ouganda aussi, les postes de Ishasha, les postes de Bunagana. Il y a toujours des échanges. Évidemment, la vie doit continuer. Les droits de l'homme, il faut les préserver. Les gens doivent vivre. Les commerces doivent continuer à fonctionner. Mais alors, faudrait-il vraiment associer la MONUSCO dans cette opération?
sachant qu'elle a déjà fait montre de ses faiblesses dans le passé. Mais le problème, est-ce que c'est des faiblesses de la MONUSCO ou c'est finalement la collaboration qui n'a pas été bien posée avec la MONUSCO? Vous comprenez? Vous n'allez pas planifier des opérations militaires et ce n'est qu'après vous vous rendez compte que vous auriez dû demander un appui logistique de la MONUSCO. Je vous donne un cas, c'est en 2013. Lorsqu'il fallait vaincre la M23, il y a eu une très très bonne collaboration entre le gouvernement et la MONUSCO, la brigade d'intervention, et on a eu des résultats. Donc si vous faites une analyse au fond, ce n'est pas une analyse des activistes, vous comprenez? Si vous faites une analyse profonde, vous remarquerez que le problème, ce n'est pas que la MONUSCO n'a pas voulu collaborer avec les FARDC. Il revient au gouvernement congolais de capitaliser la présence de la MONUSCO. Il y a des mauvais leaders comme ça qui font voir à l'opinion que si la paix ne vient pas à l'Est, c'est à cause de la MONUSCO. Vous voyez, c'est très simpliste comme un raisonnement. Alors que moi, je sais que les rares de fois que les autorités congolaises ont collaboré avec la MONUSCO, il y a eu des résultats. Et qu'on essaie de voir si cet état de siège n'est pas finalement une solution qu'on n'a jamais appliquée, mais que cette fois-ci, qu'on applique avec un peu plus de chances d'arriver à l'éradication des groupes armés, parce que nos compatriotes en souffrent énormément. Depuis que les massacres des Béni ont commencé. C'est une première pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous y croyez à cet état de siège? J'y crois, mais il ne suffit pas d'y croire. Ça, je l'ai dit même aux membres du gouvernement. Le gouvernement doit faire sa part, le Parlement doit faire sa part, toute personne doit faire sa part. Il ne suffit pas seulement de croire. Il ne suffit pas tout simplement de contester. Il ne suffit pas tout simplement de croire que l'état de siège, c'est une réponse face à l'insécurité. Il faut que chaque acteur fasse son travail. Et moi, j'attends faire là le mien. Et le mien commence maintenant là. Maintenant là que je dis que c'est une bonne chose, mais qu'on doit accompagner, qu'il faut faire attention au dérapage éventuel. Merci beaucoup à vous, Monsieur Juvenal, pour votre disponibilité. Nous allons passer à la prochaine rubrique, c'est la chronique avec Patrick Bomboka. Bonjour. 1001 questions se posent autour du service de registre des appareils mobiles RAM depuis que les opérateurs de télécommunications montent les enchères pour contraindre le consommateur à payer ce qui convient d'appeler désormais la taxe RAM, évaluée à 1,17 $ par tranche de retenue des unités déposées dans le compte principal. Un montant total de 7 $ devrait être ponctionné chez chaque consommateur au courant de l'année. Au cœur de l'affaire RAM, le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication doit fournir des explications sur la multitude de questions qui entourent cette nouvelle taxe imposée aux consommateurs. D'emblée, le ministère de Petentik explique que ce projet de RAM générerait environ 48 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2021. Globalement, le ministère de Petentik envisage de mobiliser 118,9 millions de dollars américains au cours de cet exercice. Et que ces fonds collectés serviront à construire des usines de montage de téléphones, l'installation de hotspots de Wi-Fi gratuits dans les universités publiques, dans les espaces publics, aéroports, marchés, etc., la numérisation des administrations publiques et la réalisation des projets e-services. Mais au sein de l'opinion, l'on se demande toujours quel est le fondement de cette taxe RAM et à quoi ça servirait réellement. Le rapport de la Commission économique et financière du Sénat renseigne que la répartition des revenus RAM s'est faite de manière suivante. 30% pour les prestataires, c'est-à-dire la société recrutée pour la mise en œuvre du projet, 25% pour l'ARPTC, 40% pour les trésors publics et 5% pour les opérateurs de télécom, notamment Orange, Vodacom, Africell et Airtel. Ici est de signaler que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques encourage la redéfinition des budgets annexes et l'instauration des comptes spéciaux. L'actuel gouvernement de Warriors entend s'appuyer sur l'utilisation de certains comptes spéciaux afin de maximiser davantage de recettes publiques. Celles-ci, selon le programme d'action,
devrait aider à améliorer les infrastructures de base et soutenir les travaux de l'aménagement du territoire national. Toutefois, une taxe mal comprise et impopulaire aurait du mal à être appliquée, surtout dans ces contextes économiques particulièrement difficiles. Les parties prenantes se voient dans l'obligation d'engager un dialogue social dans l'optique de parler un même langage autour de ce projet qui paraît innovant à même de booster l'économie numérique dans le pays. Merci de nous avoir suivis. Il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. C'est avec Adassa Grace pour le rendez-vous de ce 5 mai 2021. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La Fédération des entreprises du Congo FEC organise une rencontre sur la communication digitale et outils du web. À cet effet, la FEC tiendra 2 matinées du jeudi 6 mai au vendredi 7 mai 2021 au numéro 10 avenue des Aviateurs dans la commune de la Gombe. Ces assises seront axées sur comment améliorer la performance et la visibilité de ces activités sur le web. Et notre rendez-vous est pris avec l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, qui prépare une première édition du Salon des assurances à partir du vendredi 21 mai jusqu'au samedi 22 mai 2021 à Kinshasa, précisément au Pullman Grand Hotel. Cette première édition sera axée sur le thème « Impact des assurances sur le financement de l'économie, approche idéale pour la RDC ». Clôturons avec la Fondation Eric Impium qui à son tour organise la première conférence sur le tourisme mémorial en RDC en date du 21 au 22 mai 2021 à partir de 9h à Kinshasa dans la salle de conférence ministère des Affaires étrangères. Elle aura pour thème « Repenser, reconsidérer le patrimoine historique et mémorial de la traite négrière en Afrique centrale ». C'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. La débrouillardise, on en parle encore dans Article 15. Aujourd'hui, un nouveau numéro vous sera présenté avec Benita Moueni. C'est tout de suite, découvrez. On a 2008, on a 2021. On s'organise à la rande, on s'organise à la rande. Tu bois Kuiba, tu bois Kuluna, tu bois dissation. Il y a un moment où on a s'organisé dans un salon, on a un petit peu de et permettre de faire un course dans le salon. Sur la journée, 30 000, 25 000, on a gagné la journée. On peut gagner 35 000. Le problème, c'est que nous avons un problème de salaire, outillage. La série, on va déranger le soir, tu travailles bali tu zaka nkonde ba maso sonde baza ba système maboko milai banini tu bali kapso to za so to sui mo engagement mo te utsamwelo na biso a photo s'organiser photo za la bien intérêt à pied à biso pe intérêt à mboka oyo moi ko za la te po batwana bati kapso pe to za la laisse te batasinga ko s'organiser yo. Bon, message que on a lancé dans le gouvernement, il y a une solution pour les techniciens à Congo. Il y a une solution, moi, si on pour protéger les photos à la bien. Tout sur le gouvernement n'a pas aidé Bisso. Ce gouvernement qui Bisso Bongo, il y a un problème. On y a un Bisso Congolais, tout ce qui est Bamakasi, il y a un longueur tout ça. Merci de nous avoir suivis. C'était Zoom Eco Live qui vous donne l'actualité économique en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous prochainement.